Bonjour Amayad, aujourd'hui ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, ancienne secrétaire d'État chargée des droits de l'homme en décembre 2007, vous aviez déclaré « Notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste ou non peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits ». Vous critiquiez la réception en grande pompe à Paris du colonel Kadhafi. Aujourd'hui, l'histoire vous donne raison. Écoutez, d'abord, je ne m'exprime pas en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, mais en tant que responsable politique. C'était pas évident ces événements aujourd'hui en Libye. On ne pouvait pas forcément prévoir un tel effet domino, une ampleur aussi forte de la colère de la rue et de telles révolutions. Mais on savait quand même qu'on torturait en Libye. On savait que la presse n'était pas libre. On savait que des détenus disparaissaient. On savait qu'on avait affaire à un régime prédateur qui ne redistribuait pas les richesses comme il l'aurait fallu. De ce fait, moi, j'étais pas tant opposée à la venue du colonel Kadhafi à Paris que exigeante, en fait, au regard du discours qu'il fallait lui tenir en matière de droits de l'homme. J'étais en Libye avec le président de la République quelques mois auparavant, avec l'espoir de la libération des infirmières bulgares. J'ai serré la main au colonel Kadhafi parce que j'avais cette espérance-là, parce que l'homme s'était engagé à renoncer au terrorisme, à s'intégrer dans le concert des nations. Et puis j'ai perdu mes illusions très très vite et compris qu'il n'était pas digne de confiance, puisqu'il en est arrivé quelques jours avant d'arriver à Paris à relégitimer le terrorisme comme l'arme des faibles. Et puis il se chauffe pendant 5 jours. Voilà ce qui a expliqué qu'effectivement, j'ai voulu dire, soyons exigeants avec l'homme qui arrive à Paris aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui. À l'époque, ça a très mal passé auprès du chef de l'État qui vous a convoqué pour vous reprocher ses propos. Oui, c'était pas facile à vivre parce que c'est vrai que à partir du moment où le président invite un chef d'État, un membre du gouvernement, selon les règles, n'avait pas à s'exprimer différemment, voilà. Mais en même temps, j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme. Donc en charge de questions de droits de l'homme. J'avais même reçu les infirmières bulgares quelques jours avant la visite du colonel Kadhafi qui m'avaient raconté leur torture. J'étais donc dans des conditions très particulières. Et quel était le rôle d'un secrétaire d'État aux droits de l'homme si ce n'est d'invoquer les droits de l'homme, de demander qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on demande des évolutions, des ouvertures démocratiques. C'est pour ça peut-être que Bernard Kouchner, le ministre de tutelle à l'époque, ensuite ministre des Affaires étrangères, a dit que les droits de l'homme, la secrétaire d'État aux droits de l'homme, ça ne servait à rien et qu'il a finalement supprimé ce poste. Il est parti du constat que la France n'avait peut-être pas les moyens des droits de l'homme. Je ne sais pas, je ne m'explique pas cela. Je n'ai pas cherché à comprendre de toute façon parce que j'étais en charge du dossier et un dossier profondément humain. S'occuper des violations des droits de l'homme dans le monde, protéger les avocats bâillonnés, les journalistes qu'on empêche de faire leur travail, mais ça les pas enfants la soldats. Politique, ça. Effectivement, il faut s'adapter à la réalité du monde. Mais je suis pas naïve. J'étais pas que secrétaire d'État aux droits de l'homme. Il faut également faire des affaires. J'étais aussi secrétaire d'État aux affaires étrangères. Donc moi-même, je signais des contrats et pas forcément dans des pays irréprochables. Moi-même, je rencontrais des chefs d'État ou de gouvernement qui n'étaient pas non plus irréprochables. Parce que de toutes les façons, si on veut parler des droits de l'homme, il faut bien en parler avec ceux qui ne les respectent pas. Ça sert à rien d'aller fréquenter que les démocraties. Donc moi-même, je le sais. Je ne suis pas naïve. Je ne dis pas que, comme Aron disait, que le choix n'est pas entre le bien ou le mal, mais entre le préférable ou le détestable. Et la singularité de notre politique étrangère, traditionnellement, c'est que on prend en compte cette dimension des valeurs. On prend en compte la société civile. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas comme n'importe quel pays sur la scène internationale. Et nous avons une histoire. Nous avons un jour eu l'audace inouïe de déclarer que les hommes naissent libres et égaux en droit. Personne dans le monde n'a oublié. Oui. Et tous ceux qui connaissent une violation de leurs droits regardent ou s'adressent à la France avec une attente particulière. Et donc, de ce point de vue, les droits de l'homme, s'ils relèvent du patrimoine immatériel de la France, appartiennent aujourd'hui à tout le monde. On a foulé les droits de l'homme en recevant Kadhafi à Paris dans les conditions où il a été reçu. Vous pensez, Ramayad ? Les principes, ce que je crois, c'est que les principes que nous avons été les premiers à énoncer avec la Révolution française appartiennent désormais à tout le monde. Ils sont universels. Quand vous voyez les jeunes de Tunis, du Caire ou de Tripoli ou de Benghazi ou de Misrata ou ailleurs proclamer leur liberté, leur demande de liberté en français, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, la diplomatie française est inaudible ?
La diplomatie française, maintenant, je pense, doit regarder dans l'avenir, c'est-à-dire construire des relations avec ces nouveaux États qui connaissent aujourd'hui une période de transition démocratique, dont moi je suis personnellement très fière. Il a fallu du courage, et un courage inouï pour ces hommes et ces femmes, pour que ces hommes et ces femmes de Tunis, du Caire ou de Tripoli et d'ailleurs surmontent leur peur, une peur qui durait depuis des décennies. Dans son premier discours d'investiture, Nicolas Sarkozy avait dit, président de la République, les peuples opprimés du monde doivent savoir que la France est avec eux. Cette parole a été respectée ou pas aujourd'hui? Je crois que le président, moi je veux pas accabler qui que ce soit, je pense que le président a voulu, tenir une politique équilibrée, balancée, en tenant compte de nos intérêts, en tenant compte de la réalité. Et puis aussi sur les infirmières bulgares, c'est vrai que c'était un vrai succès. Alors, ce matin d'ailleurs, Henri Guénaud, conseiller spécial du président de la République, a été interrogé sur le propos de l'époque sur le colonel El Kadhafi. Il a déclaré, je cite, « Ce genre de jugements moraux à l'emporte-pièce ne servent pas à grand-chose. Il fallait, et c'était la contrepartie, recevoir à Paris le colonel El Kadhafi parce qu'il fallait sauver de la mort ces infirmières bulgares. » Moi, je ne savais pas que c'était ça l'objectif de cette réception. Mais des jugements moraux à l'emporte-pièce. Écoutez, faut aller le dire aux hommes et aux femmes de Tripoli qui se font tuer, ou à ceux qui, à Tunis et au Caire, sont allés braver leur peur pour réussir à renverser des dirigeants qui ne les tenaient pas en grande estime depuis 10, 20, 30 ou 40 ans. Il ne s'agit pas de morale, là. Les droits de l'homme, ça y est, c'est pas de la morale. Il faut lever le malentendu. Henri Guénaud, encore une fois, dit qu'il faut se salir un peu. C'est ça, la politique. Salissons-nous, je ne sais pas, mais moi je pense qu'en politique étrangère, on peut. Je ne sais pas ce que ça veut dire se salir à cet égard, mais je pense qu'en politique étrangère, nous pouvons servir nos intérêts, parce que nous sommes une puissance, personne ne nous le reprochera, et qu'en même temps, nous pouvons avoir une attention particulière vers les sociétés civiles, les dissidents, les militants des droits de l'homme, les partis d'opposition. C'est quelque chose qu'il faut construire. Parce que si je comprends bien, et en ce sens, Henri Guénaud n'a pas tout à fait tort, n'a pas tort sur le fait qu'on a besoin d'avoir des relations d'État à État. Nous ne choisissons pas les dirigeants des États. C'est vrai. C'est vrai, personne ne le nie. Et moi, je ne suis pas naïve, encore une fois. Je sais que tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il ne suffit pas de faire des phrases. Je suis bien d'accord. Mais on peut faire du concret. Ça veut dire quoi? Établir des relations avec les sociétés civiles, les recevoir quand ils veulent être reçus, les écouter quand ils demandent à être entendus, comme j'ai pu le faire avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui était interdite d'activité à Tunis, et j'ai quand même pu voir, après des semaines de bataille... Vous dites évidemment, vous ne regrettez rien de ce qui s'est passé, mais vous dites aujourd'hui, la France doit redevenir la France. Je pense que ce n'est pas facile d'équilibrer réalisme, réel politique et droits de l'homme, mais qu'on peut apprendre à recevoir les dissidents, les militants des droits de l'homme, au besoin à travailler un peu plus avec les ONG. Vous savez, c'est le soft power américain. C'est comme ça que les Américains arrivent à s'adresser aux sociétés civiles, y compris de pays qui ont des régimes autoritaires. L'outil diplomatique aujourd'hui, il n'est pas seulement étatique, il passe aussi par les ONG, par les think tanks. Quand un État ne peut pas parler à une ONG ou à un parti d'opposition, un think tank français peut le faire. Vous voyez, et je pense que c'est ça que les Allemands arrivent à faire. C'est ça que les Américains arrivent à faire. Nous pouvons aussi le faire. Après tout, nous subventionnons, à travers l'Agence française de développement, le Quai d'Orsay, des ONG, des associations caritatives, etc. Donc, ce sont aussi des gens qui nous permettent d'avoir des liens avec les sociétés civiles. Merci, Ramayad, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde.